Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Voici les titres de cette édition. Le président de la République a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte, accrédité donc à Djibouti. Réouverture du centre de développement communautaire de PK12, une cérémonie qui a été présidée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Et dans l'actualité internationale, l'Algérie a démarré sa production de vaccins contre le Covid-19. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte auprès de Djibouti, Hussam Eldin Fatreda. Le diplomate égyptien fera office d'ambassadeur résident extraordinaire et plénipotentiaire pour son pays auprès de la République de Djibouti. Dans une allocution faite à l'occasion de la remise de ces lettres de créance, Hussam Eldin a fait état de sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations déjà privilégiées d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Il a ensuite loué le rôle éminemment positif de la République de Djibouti dans la pacification, la stabilisation et l'intégration économique de cette partie du monde. Le diplomate égyptien a également saisi l'occasion de la remise de ces lettres de créance pour saluer les nombreux progrès réalisés à Djibouti dans les différents domaines du développement. والعمل على تذليل بتناول كافة المشروعات القائمة والفرص الكامنة لتعزيز العلاقات بين مصر وجيبوتي وذلك لتعددها وتنوعها ولكني أستغل فرصة استقبال فخامتكم لي للتأكيد أنني لن أدخر جهدا نحو تقريب وجهات النظر بين جيبوتي والقاهرة وكذلك نحو العمل على توسيع آفاق العلاقات لتصل إلى المستوى الذي ترتضونه فخامتكم وشقيقكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. واسمحوا لي فخامتكم في نهاية هذه الكلمة أن أتوجه لفخامتكم وأعضاء حكومتكم الموقرة وشعب جيبوتي الشقيق بفائق احترامي وتقديري وفخري بالعمل من أجل تعزيز العلاقات المصرية الجيبوتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le président de la République a également pris la parole lors de cette audience. Il a souhaité donc la bienvenue à Djibouti au nouveau ambassadeur d'Égypte auprès de notre pays. Le président Guelleh s'est ensuite réjoui des relations au beau fixe qui ont toujours prévalu entre les deux nations, ayant en partage un large socle de valeurs et de liens tissés par le fil de l'histoire et de la culture. Le numéro 1 djiboutien a mis surtout à profit cette intervention pour faire état du développement fulgurant entrepris, notamment dans le domaine de la santé et des infrastructures routières entre les deux pays depuis la visite historique que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a récemment effectuée à Djibouti. Soyez sûr, monsieur l'ambassadeur, que vous trouverez toujours auprès du peuple du gouvernement de Djibouti tout l'appui nécessaire à l'accomplissement de votre noble mission, a par ailleurs indiqué le chef de l'État au diplomate égyptien. Le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à cette audience. A noté également la présence à cette cérémonie de la conseillère diplomatique du chef de l'État, Fathia Jama Oudine. Santé à présent, comme tous les jours, le ministère de la Santé nous fait donc le point sur la situation épidémiologique de la Covid-19 en République de Djibouti. Écoutons pour plus de précisions le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benouita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compatriotes, nous continuons de faire face à une hausse des cas de la Covid-19. En effet, en ce jeudi 30 septembre 2021, la situation épidémiologique en République de Djibouti est de 58 patients déclarés guéris, 903 tests pratiqués et 106 cas révélés positifs. Et nous n'enregistrons pas de décès. Le taux de positivité est donc de 11,74% parmi les personnes testées et reste au-dessus du seuil d'alerte fixé à 10%. La troisième vague de la pandémie s'installe désormais à Djibouti. Le nombre de personnes vaccinées
et de 43 266 depuis mars 2021. Ce chiffre est encore trop bas, même si on constate un léger frémissement. Nous demandons, comme toujours, à toutes les personnalités influentes au sein de la société de s'impliquer davantage aux efforts des autorités sanitaires en utilisant tous les moyens disponibles afin que la population se fasse vacciner. Il s'agit des moyens les plus efficaces pour contrer cette pandémie. Enfin, le bilan global est de 221 575 tests réalisés, 12 811 personnes diagnostiquées positives, 12 149 cas confirmés et guéris. Et nous enregistrons au total 167 décès dus donc à la COVID-19 depuis 2020. Restons vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Vaccinons-nous tous. Dans le cadre des activités de lutte contre la pandémie de la Covid-19, le Croissant-Rouge de Djibouti, notamment la branche de Dikil, a procédé à une journée de sensibilisation, une journée donc principalement destinée à la population de la ville de Dikil, aux établissements scolaires, aux camionneurs éthiopiens qui empruntent le corridor sud et qui visent donc à sensibiliser la population sur le danger du virus et le respect strict des gestes barrières à respecter pour se protéger et protéger les autres. Une sensibilisation réalisée par le biais des démonstration de lavage des mains, distribution des masques et consignes à respecter. Et cette journée qui a vu la participation des autorités de la région, des responsables des services déconcentrés et civils, ainsi que des artistes djiboutiens en séjour dans la ville de l'Unité. Dans le cadre de la rentrée universitaire qui est prévue donc pour le 3 octobre prochain, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a effectué une visite d'inspection à l'université de Djibouti. Durant cette visite, les différents cadres de l'université lui ont présenté successivement la chaîne d'inscription, la nouvelle application Ma Rentrée, mise en place pour informer les étudiants et les statistiques de cette rentrée. Le ministre qui, à son arrivée, a été accueilli par le président de l'université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, en présence de plusieurs responsables de l'université. Et après avoir été accueilli, le ministre s'est rendu donc dans plusieurs lieux. Ainsi, le programme de la rentrée lui a été présenté. D'ailleurs, dans le cadre du bon déroulement et fonctionnement de l'application de la statistique de la rentrée qui a été donc mise en place, sont également présentés au ministre. Et à l'issue de cette visite, le ministre a pris part à la remise de certificats à l'endroit des jeunes qui ont profité de la formation dans le domaine de l'informatique au sein de l'université. Plusieurs jeunes étudiants ont profité donc de cette formation de la faculté d'ingénierie. Et à l'issue de cette visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche nous a accordé une interview. Voici ses propos. Effectivement, une visite aujourd'hui à l'université. La première, c'est pour me rendre compte de la fluidité des inscriptions et nous rassurer que ces inscriptions se passent comme nous le souhaitions. Et que les étudiants soient vraiment à l'aise et retrouvent leur compte par rapport non seulement à leur choix, mais également dans le processus mis en place par l'université pour assurer et garantir cette inscription. La deuxième chose, à l'invitation des étudiants qui ont eu une formation sur le système Linux, donc j'ai pu me rendre compte par moi-même du travail réalisé par des étudiants de l'université au service d'autres étudiants de l'université ou bien des gens qui sont employés dans des structures autres que l'université et des employés de l'université. Alors, ce que je voudrais dire sur le premier point, donc la fluidité de l'inscription et la qualité de l'inscription, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État qui a rendu possible cette fluidité au niveau des inscriptions. Vous avez vu, d'habitude, il y a quelques années, quand c'était les jours des inscriptions, il y avait une ruche autour de l'université. Et les gens se demandaient ce qui se passait. Aujourd'hui, vous avez vu, il n'y a que quelques étudiants parce que tout est déjà, le travail préliminaire a déjà été effectué grâce à la plateforme e-campus où les étudiants ont déjà fait leur préinscription, ont déjà fait leur choix
Et donc, quand ils viennent à l'université, il y a eu un programme qui a été fait pour qu'ils viennent pas tous en même temps. Et pour, en même temps, donc le numérique nous a permis de fluidifier, de régler le problème des inscriptions. Mais également, aujourd'hui, avec le Covid, on voit que le numérique sur lequel nous avons investi il y a 10 ans paye aujourd'hui parce qu'en même temps, on évite les contacts entre beaucoup d'étudiants en même temps, avec, non seulement entre eux, mais également avec le personnel de l'université. Dans l'actualité également, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité a reçu hier la représentante de l'Organisation internationale des migrations, Stéphanie Davio. La représentante a félicité la ministre pour sa nomination à la tête du département des Affaires sociales. La représentante a ensuite évoqué avec la ministre les prérogatives de son institution qui tente de lutter contre le fléau du trafic des êtres humains existant dans la région, sachant que la République de Djibouti est un pays de transit pour de nombreux migrants et que l'OIM apporte l'aide à ceux souhaitant retourner volontairement dans leur pays, mais aussi aux migrants vulnérables tels que les femmes et les enfants. La ministre a souligné que son département est issu de la volonté politique du président de la République visant à offrir des services sociaux, conjuguant ainsi les efforts nécessaires dans la lutte contre la précarité des populations vulnérables, précisant qu'avec son département, il est essentiel d'avoir des actions communes afin de protéger les personnes en situation de détresse. Réouverture du centre de développement communautaire de PK12 rendu flambant neuf après réhabilitation et restructuration complète. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ribo Moumena Soué, a procédé à la réouverture du CDC de PK12 entièrement rénové et rééquipé. Une multitude de jeunes et une foule d'anonymes compacts a accueilli la ministre et la délégation qui l'accompagne. L'événement s'est déroulé en présence de parlementaires, d'élus locaux, de notables, de ulama et de personnes influentes issues de la banlieue de Balbala ainsi que de hauts responsables sectoriels de l'État. Au cours de la cérémonie de réouverture couronnée par des manifestations culturelles et ponctuée par une série d'interventions, l'ambassadeur du Japon et la directrice de l'UNOPS, partenaires contributeurs de cette réhabilitation, se sont dit fiers d'avoir apporté leur concours pour l'aboutissement de ces travaux de rénovation en faveur de l'épanouissement de la jeunesse et l'intégration de la communauté de Balbala PK12, grand quartier populaire cosmopolite. La ministre, entourée de ses proches collaborateurs, a remercié la population pour l'accueil chaleureux et les partenaires qui ont fortement appuyé ce projet de réhabilitation. La ministre a appelé également les jeunes et les communautés de prendre soin de ce joyeux outil d'intégration sociale et d'en faire bon usage. Plusieurs interventions ont eu lieu durant cette cérémonie. Je vous propose de suivre celle de la représentante du système des Nations Unies à Djibouti et de l'ambassadeur du Japon. Je parle comme la responsable du système des Nations Unies, mais aussi comme maman. Moi, je suis maman de 4 enfants. C'est grâce à des centres comme celle-ci que nos enfants peuvent apprendre, s'épanouir et grandir. Et c'est très important pour leur futur, pour le futur de votre propre commune, votre magnifique commune de la PK12. Du coup, je tiens à remercier l'ambassade du Japon, aussi l'équipe de l'UNOPS qui a vraiment appuyé pour la réhabilitation de ce centre, et tous ceux qui travaillent ici, parce que vous faites un travail extraordinaire. Donner quelque chose à nos enfants, c'est le plus beau métier du monde. Moi, je suis médecin, mais je crois que ceux qui donnent et apprennent aux enfants, c'est vraiment l'avenir de votre commune. C'est mon grand honneur et plaisir d'être avec vous aujourd'hui à la cérémonie d'achèvement des travaux au CDC de PK12. Il y a 10 mois, dès que j'arrive, j'ai participé à la cérémonie du commencement de ce projet ici à ce CDC. Je suis donc ravi de voir ce CDC
renouvelé aujourd'hui. Sans oublier qu'en 2018, ce CDC a été frappé par le cyclone Sagar. C'est à ce moment-là que nous avons eu la détermination de travailler pour réhabiliter ce CDC au profit des jeunes djiboutiens. Nous avons rencontré certaines difficultés comme l'inondation en 2020, mais finalement, nous avons pu achever ce projet. Je remercie le ministère de la Jeunesse et de la Culture et l'équipe de l'UNOPS. Merci beaucoup. J'ai entendu bien que le CDC est la maison des jeunes. Il est aussi l'endroit de toutes les activités culturelles, la langue, le sport, la peinture. Je sais que les volontaires japonais ont enseigné la langue japonaise avant le Covid et j'imagine qu'ils ont pu donner une très bonne occasion d'échanger nos cultures. J'attends leur retour à Djibouti. Et clôturant la série des interventions, la ministre de la Jeunesse et de la Culture s'est félicitée de la réhabilitation et de la réouverture du CDC de PK12. Permettez-moi d'abord de partager avec vous tout le plaisir que je ressens en prenant part à cette belle cérémonie de réouverture du CDC PK12, entièrement organisée par la communauté qui nous accueille ici. Je voudrais ensuite remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires qui ont rendu possible ces moments agréables que nous partageons ensemble aujourd'hui ici. Nos vifs remerciements vont d'abord à l'endroit de l'ambassade du Japon qui a œuvré en premier pour appuyer les travaux de réhabilitation de cette infrastructure endommagée par les intempéries et par Sagar des années précédentes. Monsieur l'ambassadeur Utsuka Umiyo, ceci est un formidable témoignage de l'excellente relation bilatérale qui unit nos deux pays. Donc à mon tour de dire arigato gozaimasu. Je n'oublierai pas de remercier également les concours des agences onusiennes et plus particulièrement de l'INOPS à ces beaux projets de réhabilitation. Nous vous disons donc à vous tous combien vos appuis techniques et financiers en faveur du développement communautaire sont très appréciés. Le CDC est un espace de concertation entre les populations et les communautés et les pouvoirs publics, des concours avec l'État au développement économique, social, éducatif, culturel de la population, des contributions à l'implication de la population dans les actions de développement du quartier. Il permet aussi aux jeunes d'accéder aux connaissances, aux techniques et aux formes d'expression les plus variées possibles, ainsi qu'aux jeunes déscolarisés de bénéficier des programmes d'encadrement supplétif. A largement concouru à ce projet de remise en route de CDC de PK12 en assurant la partie équipement afin que les activités reprennent de plus belle. Et mieux encore, le CDC de PK12 accueille 2 projets pilotes, je dirais même 3, puisque j'ai eu la surprise de voir la salle artisanat terminée. Donc ils ont la chance de bénéficier de ces 3 projets pilotes. Il faut construire plus de CDC à Balbala. Voilà un message qui a été entendu, puisque après la pose de pierre du complexe de développement de l'Ayablé et Moustiquaire, avec le ministère de la Ville et de l'Habitat, il est prévu d'ériger encore plus, 5 à 6 CDC, et ceci conformément aux directives du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a érigé l'épanouissement de la jeunesse au rang de priorité nationale. En nouvelle du pays, toujours, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin à la salle d'honneur du camp Cheikh Ousmane le général de division Stéphane Dupont, commandant les forces françaises stationnées à Djibouti, le COMFOR. Le général Stéphane Dupont a pris le commandement du COMFOR le 1er septembre 2020. Durant sa carrière militaire, le général Dupont a déjà effectué un séjour de 2010 à 2012 à Djibouti en qualité de commandant de la base aérienne 188 des FFDJ. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la relation de coopération militaire avec les forces françaises. En premier lieu, le général Zakaria a introduit au COMFOR le colonel-major Mohamed Rayad Guelleh, récemment nommé par décret présidentiel au poste de sous-chef d'état-major de la Défense. Lors de cette rencontre, les 2 autorités militaires ont abordé les différents sujets relatifs à la relation de coopération entre les 2 pays dans le domaine militaire et plus particulièrement entre nos 2 armées. Ils ont également fait un état d'horizon sur la situation politique et sécuritaire régionale. Et enfin, le général Zakaria a remercié le général
général de division Dupont pour ses efforts et a encouragé à continuer à raffermir davantage la coopération entre nos deux armées. Sur ce, le Comfort n'a pas manqué de mentionner l'excellente relation de coopération existante entre nos deux armées, notamment dans le cadre des échanges des activités des opérations. La police nationale poursuit toujours ses opérations de contrôle et vérification des respects de feux tricolores. C'était ce matin. La police routière a placé plusieurs agents aux différents carrefours de la ville où la circulation est dense afin de réguler le trafic routier. Et d'après le constat des agents de la police routière, les conducteurs des deux roues ne respectent pas les feux de signalisation et contournent même parfois le feu rouge. C'est dans cette optique que la police nationale a déployé des moyens humains et matériels afin de faire respecter cette mesure aux automobilistes et aux conducteurs des deux roues. Ces opérations de grande envergure que la police nationale mène chaque jour sous un soleil ardent visent à réduire significativement les accidents de la route et de protéger les vies humaines. Le respect des feux constitue une condition importante pour la sécurité routière de notre population car à chaque feu grillé, les conducteurs s'exposent inutilement au risque de faire un accident routier. Ces opérations se poursuivront et il est à rappeler aux usagers de respecter le feu tricolore afin de protéger les vies humaines et réduire les accidents de la route. Et enfin, la police nationale tient également à informer la population que la tolérance zéro est désormais de rigueur et exhorte les conducteurs de tous les véhicules à respecter le code de la route. Al-Amoudi Charity Trust, représenté par Maître François Mombé, revient une nouvelle fois auprès des dockers des ports de Djibouti et de leurs familles. Dans ce cadre, une cérémonie de remise de dons des aliments lyophilisés riches en vitamines a été organisée hier après-midi au centre Kazaf à Balbala au profit des membres du syndicat des dockers en présence du secrétaire général par intérim du ministère de la Femme et de la Famille et de la directrice du centre Kazaf. Ainsi, les responsables avocats à la Cour de Paris a décidé d'utiliser à nouveau ces ressources pour offrir à ses bénéficiaires, les dockers des ports de Djibouti et leurs familles, un nouveau produit alimentaire lyophilisé riche en protéines et vitamines certifié halal. Au total, une cinquantaine de tonnes de nourriture ont été remis. Rappelons que cet organisme charitable a été créé à l'initiative du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et il faut avancer. Une donation d'une certaine quantité de nourriture lyophilisée. Ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant avec les donations de SDTV de Cheikh Mohamed Al-Amoudi, il faut qu'on continue dans l'avenir à vous aider, vous les dockers, qui êtes si importants à Djibouti. Donc moi, personnellement, je vous dis choukran. Je vous propose de suivre à présent l'intervention du secrétaire général par intérim du ministère de la Femme et de la Famille. Au nom de Madame la Ministre, je remercie Maître François Monod pour l'octroi de ce don aux familles des dockers. Ce don de vivres va améliorer la santé nutritionnelle des enfants, donc il contribue à l'effort de développement engagé par le ministère de la Femme et de la Famille en direction des enfants djiboutiens. Je remercie M. Monod. Dans le cadre de la lutte contre les maladies vectorielles courantes en ces derniers temps, la direction de l'hôpital général Dr Absiye de la région d'Ali Sabié a lancé une vaste opération de pulvérisation et d'assèchement des gîtes larvaires dans les différents quartiers de la ville d'Ali Sabié. C'est dans cette optique que le directeur général par intérim de l'hôpital, le Dr Abraham, en collaboration avec son équipe sanitaire, a planifié le bon déroulement du travail en mettant en place un planning ainsi que tout le matériel disponible pour l'équipe effectuant ces opérations. Activité de lutte contre les maladies vectorielles qui a vu la participation du préfet de la région, la présidente de l'Union des femmes de la ville d'Ali Sabié. Des actions qui sont opportunes en ces débuts de saison fraîche. Elles visent à réduire la multiplication des moustiques, mouches et insectes et à détruire les gîtes larvaires qui sont des vecteurs de propagation d'infections diarrhéiques et du paludisme. Agents d'hygiène présents ici, nous allons procéder à des pulvérisations et des assèchements des gîtes larvaires pendant 4 jours successifs sur l'ensemble de la ville d'Ali Sabié. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Hassan Birri, survenu hier soir à Djibouti suite à une longue maladie. Le défunt était agent de police.
national et oncle paternel de notre collègue Ibrahim Citalino de la RTD. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. La direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt et prie Allah Tout-Puissant de lui accorder la miséricorde et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent, l'Algérie démarre sa production de vaccins contre le Covid-19. La production des vaccins anti-Covid a démarré donc hier en Algérie avec les premières doses de Coronavac, la version algérienne du vaccin chinois Sinovac. Les autorités d'Alger comptent ainsi accélérer la campagne de vaccination nationale. Elles espèrent aussi à terme exporter le vaccin anti-Covid vers le reste de l'Afrique. L'usine algérienne devient ainsi le premier laboratoire pharmaceutique en Algérie à disposer de la licence du laboratoire chinois Sinovac pour fabriquer le vaccin algérien contre le coronavirus. C'est un honneur et une fierté de produire le premier vaccin algérien contre le coronavirus. C'est une grande réussite, s'est félicité le Premier ministre algérien au lancement de la toute première distribution dans la ville de Constantine. Sinovac permet à l'Algérie de produire ses propres vaccins à terme. L'usine du groupe pharmaceutique Seydel produira 8 millions de doses par mois, une production qui pourrait être doublée en cas de besoin. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, excellente soirée sur Télé Djibouti.